Auditrices, auditeurs, bienvenue à ce quatrième numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et de groupe d'études sur le Congo, GEC, réalisé dans le cadre du projet Utafiti Yamani. Au micro, Agenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélé. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Désiré Guiningakuyo, ancien directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur du Ouélé et enseignant-chercheur de l'université de Kisangani. Il s'intéresse aux crimes commis par l'armée de résistance du Seigneur et l'ERA. Monsieur Désiré Guiningakuyo, bonjour. Bonjour. Merci pour votre disponibilité à participer au quatrième numéro de ce podcast qui s'intéresse au déploiement annoncé du contingent sud-soudanais dans le Ouélé pour traquer les groupes résiduels de la LRA et les braconniers internationaux. En effet, la LRA est un groupe politico-religieux d'origine ougandaise qui a été responsable des crimes aussi bien dans le Bas-Ouélé que dans le Haut-Ouélé avant de s'enfuir vers la République centrafricaine RCA. Depuis le mois d'avril 2022, les chefs d'État membres de la communauté est-africaine EAC ont décidé du déploiement d'une force régionale pour restaurer la paix en République démocratique du Congo. Parmi les pays contributeurs des troupes à cette mission se trouve le Soudan du Sud. Monsieur Désiré Guiningakuyo, comme invoqué sur haut, la LRA et les braconniers internationaux constituent la cible du contingent sud-soudanais dont le déploiement est entendu selon les discours tenus par Jeff Nyaga, commandant de la force régionale de l'EAC lors de la mission qu'il a effectuée le 15 juillet 2022 à Dungu. Monsieur Désiré, la LRA représente-t-elle actuellement une menace sécuritaire pour laquelle il faudrait recourir à une force extérieure? Merci de la question que vous me posez au sujet des éléments de l'armée de résistance du Seigneur. Monsieur le chercheur principal, il faut reconnaître que la LRA représente bel et bien une menace pour la population de cette contrée dont vous parlez. Une menace parce que par rapport à leur mode opératoire, toutes les fois qu'ils font éruption, ils peuvent enlever, ils peuvent tuer. À ce niveau-là, effectivement, la LRA représente une menace. Mais une menace au point de faire intervenir une force étrangère, à mon humble avis, non. Parce que, à comparer leur degré de vulnérabilité, le degré des atrocités qu'ils commettaient en 2008 à ce qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui, je pense que raisonnablement, la LRA ne constitue plus une menace pouvant exiger l'intervention d'une force étrangère ou d'un contingent régional afin de mettre fin à leur activité. Si je comprends bien, la menace de la LRA a sensiblement baissé dans les Ouélé. Bien évidemment, avec la présence de nos forces armées déployées dans certaines localités du Haut-Ouélé et surtout avec le secteur opérationnel des Ouélé, on a réussi à contenir les assauts de la LRA au point qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement exiger qu'une force étrangère vienne faire le travail que déjà nos forces armées sont en train de faire. En plus de la LRA, comme je le dis tantôt, ce sont les braconniers internationaux qui sont la cible de ces contingents. Est-ce que dans le Haut-Ouélé, il y a des braconniers internationaux qui sont actifs dans la région? Oui, en tout cas, on peut identifier, retrouver la présence de quelques braconniers et qui opéreraient surtout dans les zones du parc national de la Garamba et de ces domaines et réserves de chasse. On y revient dans un instant. Peut-on avoir une idée sur les principaux réseaux qui alimentent le braconnage dans le Haut-Ouélé? Bon, le braconnage dans le Haut-Ouélé est davantage lié à une forme de crime organisé parce que les spécimens des animaux qui sont récupérés en RDC ne sont pas vendus nécessairement en RDC. Ça signifie qu'il y a un réseau de criminels organisés au-delà des frontières congolaises qui sont dans ces réseaux-là. Et à mon humble avis, je pense que ces réseaux-là peuvent être alimentés par soit certains opérateurs économiques
des nationalités étrangères qui tireraient profit des matières premières recueillies au niveau de nos aires protégées. Et peut-être bien d'autres acteurs qui ne s'affichent pas, mais qui se cachent derrière la présence notamment des Mbororo, parce que c'est au sein généralement de ces éleveurs nomades qu'on retrouve les braconniers armés qui davantage mènent des activités nocives contre certaines espèces protégées. Je cite les éléphants par exemple. Et parmi les groupes armés, il n'y a pas des groupes armés actifs dans la région qui seraient parmi ceux qui sont à la base du braconnage? En tout cas, jusque-là, non. Il n'y a que la LRA qui était une force négative qui a opéré pendant longtemps dans la région. À part la LRA, je n'ai pas connaissance d'un groupe armé actif, structuré, qui opérerait dans la province de Haut-Uélé. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent le braconnage dans les Hauts-Uélé? Le braconnage serait alimenté généralement par une certaine paupérisation de la population, d'autant que la population de Haut-Uélé, qui a connu beaucoup d'attaques, beaucoup de situations défavorables sur le plan de leurs activités agricoles, pourrait facilement, en tout cas, laisser libre cours à telle activité. Et à part cela, il y a aussi la porosité de nos frontières. Nos frontières sont tellement poreuses que les braconniers peuvent entrer et sortir sans être inquiétés par qui que ce soit. Au regard du nombre réduit des effectifs de nos militaires qui ne peuvent pas contrôler toutes les entrées utilisées par ces forces étrangères. Alors, quelles sont les principales zones de prédilection des braconniers internationaux dans les Hauts-Uélé? Leur zone de prédilection se situe davantage autour du parc national de la Garamba. Et le domaine est réservé des chasses parce que, en intervenant dans cette aire protégée, ils ne s'attaquent pas à toutes les espèces. Il y a des espèces qui sont sélectionnées, notamment les éléphants pour leur défense. C'est ainsi que les activités des braconniers se rétrécissent davantage autour du parc national de la Garamba. Et en dehors du parc, comme c'est un complexe, on peut le retrouver dans les domaines des chasses et réserves des chasses. Pour mettre un terme à l'activisme des groupes armés dans cette région, pensez-vous que le recours à l'armée sud-soudanaise serait une bonne approche? Sincèrement, je ne pense pas que le recours aux forces armées sud-soudanaises soit une bonne approche pour pouvoir trouver solution aux cas résiduels des forces négatives de la LRA et des braconniers. Quels seraient alors les enjeux pour le Soudan du Sud d'intervenir militairement en RDC? Leur agenda, sincèrement, serait peut-être caché parce qu'on ne connaît pas le protocole, les accords signés. Mais si le Soudan du Sud veut bien intervenir en RDC, c'est certainement parce qu'il y a d'autres forces étrangères, les forces armées, voulais-je dire, des pays limitrophes de la RDC qui interviennent. Et que le Sud-Soudan s'est dit, dans cette relation de pays voisins, nous aussi, nous pouvons apporter un plus. Mais vous savez, monsieur le chercheur, que notre pays, la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de ressources, des matières premières, des ressources minières. Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'affirmer que le Sud-Soudan, à son tour, voudrait lui aussi mettre la main sur cette richesse qui lui voit être exploitée par d'autres forces étrangères? Nous avons la plante des Ougandais en RDC, les Kenyans et d'autres forces encore, que sais-je encore. Mais le Soudan s'est dit, oui, c'est un couloir qu'on peut utiliser pour pouvoir aussi profiter de cette richesse de la RDC. La RDC pourrait-elle tirer bénéfice du déploiement du contingent sud-soudanais? Je ne pense pas que la RDC puisse tirer profit de ces contingents sud-soudanais. Pour votre gouverne, déjà en 1997, la SPLA est intervenue en RDC, pas comme une force invitée, mais ces éléments sont venus pour, soi-disant, récupérer, rapatrier leurs compatriotes réfugiés soudanais qui étaient en RDC. Et cette intervention... Nous y revenons dans un instant. Le Soudan du Sud serait-il à mesure de mener une mission d'une telle envergure en dehors de son territoire national? Mais le Soudan du Sud, monsieur le professeur, a déjà trop de problèmes chez lui-même. Il y a des guerres ethniques
à répétition depuis que ce jeune État est devenu indépendant. Si lui-même ne réussit pas d'abord à contenir, à gérer son propre problème, comment il peut venir gérer un problème sur un territoire étranger aussi vaste que la RDC? Le 21, allez-y. Oui, le Haut-Ouélé, à prendre sa superficie, ressemblerait carrément à tout un État. Le 21 janvier dernier, le représentant des principales organisations sociales et politiques de Dungu, réunis dans un mini-forum, se sont opposés avec véhémence à un éventuel déploiement du contingent sud-soudanais dans le Haut-Ouélé. Quelles en seraient les causes? En tout cas, la cause principale, ce que j'ai évoqué tantôt, c'est la triste expérience que le territoire de Dungu en particulier a eu à faire en 1997 lorsque les éléments de la SPLA sont intervenus dans le territoire de Dungu au motif qu'ils venaient rapatrier leurs compatriotes soudanais qui s'étaient réfugiés. Et cette présence s'est accompagnée de pillages morts d'hommes. Et ça a donc annihilé les efforts du développement et du diocèse et de toutes les contrées qui composent le vaste territoire de Dungu. Et aujourd'hui, je ne vois pas un seul compatriote, une seule population de Dungu accepter la présence des éléments sud-soudanais dans le territoire de Dungu. À votre avis, quelle serait l'approche envisageable pour rétablir la paix dans cette province? Je pense que l'approche la plus raisonnable serait d'utiliser nos forces armées, de les doter des équipements nécessaires et de revoir leurs effectifs afin que certaines localités qui sont totalement laissées pour elles-mêmes sans présence ni de la police ni de nos forces armées, qu'on déploie et la police et les FARDC dans ces zones-là. Et davantage, comme je l'ai dit, les équiper, leur donner des moyens. Et à part cela, monsieur le professeur, vous savez que la route, c'est une denrée sécurité aussi. Voir dans quelle mesure arranger les routes de sorte que dès qu'il y a un incident sécurité, nos forces armées peuvent se déployer rapidement pour pouvoir mettre en échec une incursion ou une attaque venant soit des éléments de la LRA ou des braconniers comme par moment ça arrive. Vous avez aussi invoqué le fait que la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud serait faiblement contrôlée dans une région en proie à une menace des groupes armés étrangers. Ne voyez-vous pas qu'il serait aussi important que la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud puissent aussi mettre sur pied un mécanisme de coopération sécuritaire? Oui, un mécanisme de coopération sécurité peut passer par un échange d'informations entre les différents services de sécurité. Je vais dire pour nous, l'ANER, DGM, police et nos forces armées qui peuvent échanger les informations avec leurs collègues du Sud-Soudan. Mais dès là, accepter la présence des forces armées sud-soudanaises en RDC, comme c'est le cas dans le Nord Kivu, je pense que peut-être n'est pas bien maîtriser les données de la région. Encore faut-il peut-être évaluer l'intervention de ces forces-là dans le Nord Kivu, voir leur succès, avant de vouloir reproduire la même expérience dans les Haut-Ouélé. Je pense que coopération, oui, ça peut passer par un échange d'informations, ça peut passer par peut-être créer une organisation, je sais pas, les officiers sud-soudanais et ces Congolais qui peuvent périodiquement se rencontrer, échanger les informations au niveau de la frontière et voir décider ensemble le mode d'intervention qui puisse être efficace. Merci beaucoup, Monsieur Désiré Guinengakuyo, de nous avoir expliqué les enjeux du déploiement annoncé du contingent sud-soudanais en RDC. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Ouélé et également enseignant-chercheur de l'université de Kisangani qui s'intéresse aux crimes commis par la LRA, non seulement dans le Haut-Ouélé, mais aussi dans le Bas-Ouélé. Et c'est la fin du 4e numéro de Lolaka Yaouélé, un podcast présenté par Aguenonga Chobert dans le cadre du projet Outafitia Mani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC. Auditrices, auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouélé. Au revoir.